Bienvenue au monde de la course, épisode numéro 6 de la course au temps du coronavirus. Tout d'abord, désolé pour le délai de publication. En ce moment, on est en plein déménagement. Ma blonde emménage chez moi, donc ça te prend nos journées, de te préparer les boîtes. Et ma blonde est en fin de session en ce moment, en plus, donc pour sa session, en tout cas, un de ses cours cet été. Donc, elle rush pas mal. Donc, cette fois-ci, je vais essayer de faire la tâche à moi tout seul de couvrir les nouvelles. Et en plus, on a beaucoup de nouvelles. Donc, je pense que ça va pas être un problème. Je pense que même sinon, l'épisode durerait pas mal trop longtemps. Surtout si on a un autre débat sur le rôle de la science dans la course. Je reviendrai là-dessus à la fin de l'épisode aussi pour faire juste une petite conclusion parce que j'avais lu les articles qui avaient été partagés et je voulais juste dire mes conclusions suite à ma lecture de ces articles. Tout d'abord, je voulais apporter une petite correction, une petite excuse. L'épisode de la course au temps du coronavirus numéro 5, initialement, j'avais mis le mauvais fichier. Je pense que j'avais fait ça, j'avais uploadé ça autour de 1h du matin. Puis ça a l'air que j'ai mis le mauvais fichier audio. Certaines personnes comprenaient pas trop parce que c'était celui de la course au temps du coronavirus numéro 1 qui jouait, je pense. Euh, eh bien, merci beaucoup à Danny Martel qui m'a fait réaliser cette erreur-là. Dès le matin, je pense environ 4-5 heures après que c'était uploadé, j'ai reçu un message de sa part et j'ai pu corriger ça. Je pense qu'il y a environ 50 personnes qui ont eu le temps de télécharger le mauvais fichier avant ça. Mais donc, si c'était le cas pour vous puis que vous vous demandiez qu'est-ce qui se passait, c'est pas vous qui verriez fou, c'était bien moi. Et là, maintenant, le bon fichier a été mis. Donc, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, ben, je vous conseille de l'écouter en premier pour que ça fonctionne en ordre chronologique. Donc, retélécharger simplement l'épisode numéro 5 de la course au temps du coronavirus. Et c'est le bon fichier maintenant qui est là. Donc, le bon épisode dure 1h26 38 et non 57-47 qui était la durée de l'épisode 1. Il commence par Bienvenue au monde de la course en ce temps de canicule, parce que ça avait été enregistré pendant l'espèce de petit canicule d'une semaine qu'on avait eu. Donc, merci beaucoup, Danny, de m'avoir fait réaliser ça vite. Ça m'a bien réveillé le matin. Quand j'ai vu ce message-là, d'habitude, je niaise un peu dans mon lit. Là, non, je me suis levé vite pour corriger l'erreur. Um, et autre petite information un peu technique, si on veut, même c'est pas tant technique, bref, je vais illustrer c'était quoi mes pensées, mon thought process. Donc dans le fond, comme tout le monde, j'ai vu tous les mouvements de manifestation, Black Lives Matter, tout ça qui se passe, et personnellement, je suis c'est assez choquant de voir la situation d'être un noir en Amérique, même en 2020 encore, toutes les inégalités qui sont présentes, les cas de brutalité policière assez dégoûtants. Je pense que en ces temps-ci, je pense que ce qui aide un peu le mouvement, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont le temps de voir ces choses-là, puis de prendre conscience, puis d'être un peu woke, si on veut, pour pas l'utiliser de manière péjorative, là, mais bien de bonne manière. Puis de voir ces vidéos-là, de tout ça. En tout cas, personnellement, ça m'a quand même assez choqué et je voulais non seulement contribuer en passant le mot, ça j'ai déjà fait, ceux qui me suivent sur Instagram verront que j'ai mis le petit carré noir pendant le Blackout Tuesday. Mais je voulais faire aussi plus que juste me déculpabiliser en faisant un petit message. Je voulais put my money where my mouth is. Donc, ce que j'ai décidé, je me suis dit, on va lier ça au podcast. Donc, je me suis dit, l'argent que j'ai fait jusqu'à présent avec le podcast, je vais donner l'équivalent de cet argent-là à un organisme qui est en lien avec ça. J'ai pas encore décidé lequel et je vais vous laisser influencer ma décision.
donc dans quelques jours, peut-être aujourd'hui, je sais pas encore, je vais faire un petit poll, un petit questionnaire à toutes les personnes qui suivent la page du monde de la course sur Facebook pour vous demander quel organisme vous pensez qui est bon. Moi, j'ai recherché, j'ai fait quand même un bon 2-3 heures de recherche, mais j'étais incapable de me décider. Puis je pense qu'il y a plusieurs organismes qui sont super bons. Et donc, je me dis que c'est pas tant grave à lequel ça va, mais je vais vous laisser ceux qui m'écoutent choisir. Pour ceux qui sont curieux, jusqu'à présent, depuis que j'ai commencé le système de Patreon, j'ai amassé 133 et 18 US. Donc ça, c'est après tous les frais qui sont enlevés. J'ai réalisé qu'il y en a quand même beaucoup. Et 133 et 18, si on fait la conversion, en canadien, c'est quand même 180 et 73. Donc, c'est quand même pas pire pantoute. Donc, je vais vous laisser choisir à quel organisme je devrais faire ça. Juste vous dire quelques organismes que j'avais regardés. J'avais pensé à la Ligue des Noirs. Je voulais un peu penser un peu local à Montréal. J'avais aussi pensé à la Ligue des droits et libertés. J'avais aussi pensé, c'était l'équivalent de l'ACLU, donc les Civil Rights and Liberties, mais canadiennes. Donc ça, c'est certaines que j'avais considérées. Mais je vais vous laisser mes Patreons choisir. Et aussi, quand j'ai fait cette recherche un peu en allant sur Patreon, j'ai aussi réalisé que Patreon m'en prenait une plus grosse cote sur les dons de 3$ et moins. Donc, je pensais initialement que c'était les dons de moins de 3$. Peut-être qu'avant, c'était le cas et que là, ils ont changé ça pour tout nous crosser. Mais maintenant, les dons de 3$ et moins, ils prennent un plus grand pourcentage que si c'est 3$ et 1 cent et plus. Donc, ce que je demande, c'est au nouveau Patreon, si vous voulez avoir un shout-out, donnez 3$ et 1 cent. Juste de même, c'est comme ça qu'on crosse le système. Ceux qui donnent déjà 3$, pas de souci. Si vous pouvez le changer à 3$ et 1 cent, ça sera apprécié parce que Patreon se fera moins d'argent sur mon dos. Sinon, c'est pas grave, je vais continuer à vous faire des shout-outs. Et j'ai décidé aussi pour inciter les gens à monter en haut de 3$. J'ai aussi décidé que maintenant, dorénavant, pour ceux qui payent 5$, je donnerai un deuxième shout-out. Comme ça donne un petit incentive de plus. Ça fait comme un package deal au lieu de te revenir à 3$. Tu en as 2 pour le prix de 5$. Ça. Bref, marketing. Je donne un deuxième shout-out à Mathieu Pollard et Tristan Garcia. Merci beaucoup pour votre support. Aussi, une chose que je vais rajouter, à partir pour ce mois-ci, tous les nouveaux abonnements que je recevrai, ça va s'ajouter au montant que je vais donner. Et j'inclurai aussi le mois suivant pour tous les nouveaux abonnements. Donc, si vous vous abonnez pour ce mois-ci, puis que vous donnez, mettons, 4$, là, je donnerai 8$, l'équivalent de 8$ avec la conversion et tout ça, mais en enlevant tous les frais, à l'organisme qui aura été choisi par vous, mes Patreons. Donc, c'est ça qui va faire pour toutes les choses à l'ordre du jour. On peut maintenant commencer avec les nouvelles. Pour rester en lien avec le mouvement justement Black Lives Matter qui se passe, on va revenir un peu sur l'histoire d'Ahmaud Arbery, le jogger noir qui s'était fait tuer par deux un peu, si on veut, un peu redneck, en tout cas deux personnes qui se prenaient un peu pour la police, qui l'avaient suivi dans leur pick-up, avaient mis leur pick-up devant lui bloqué le chemin, descendu avec des shotguns. Puis là, après ça, la caméra, on voit pas trop, ça se tasse. Et finalement, Ahmaud Arbery s'est un peu battu avec eux parce qu'il essayait de survivre un peu. Il voit juste deux rednecks avec des shotguns qui s'approchent de lui. Je pense que tu vas pas... je pense que tu commences à... C'est fight or flight situation. Fait que... Puis
s'il essaie de courir, il a peut-être peur de se faire tirer dans le dos. Donc, c'est la décision sur le moment qu'il a pris d'essayer d'enlever le shotgun de ses mains. Et il s'est fait tirer 2-3 fois. Et après ça, il était sur le sol. En ce moment, le procès est en cours pour voir si Travis McMichael et son père ils devront faire de la prison pour meurtre. Personnellement, je pense que c'est assez clair et je pense que ça va se passer parce qu'il y a tellement de choses pas correctes qui se sont passées dans cette histoire-là. Ils étaient en aucun droit de faire un citizen's arrest, puis te pointer devant quelqu'un avec ton shotgun en position. Puis le shotgun n'était pas pointé vers le sol, il était pas pointé directement droit, mais quand même en angle. Donc c'est ultra menaçant. Donc je pense que ça va être assez facile pour le parti qui attaque, dans le fond la prosécution, le prosécuteur de dire regarde, tu l'as menacé pour sa vie, donc c'était tout à fait normal qu'il se batte pour le shotgun. Et donc, le fait que tu l'as tué n'était pas justifié parce que c'était simplement c'était Ahmaud Arbery qui se défendait et non toi qui te défendais. C'était toi l'agresseur dans ce cas-ci. Eh bien, un petit développement dans cette histoire. On a une troisième personne, j'ai oublié son nom, mais qui était la personne qui filmait. Que lui, c'est très louche son affaire. Il dit qu'il n'était pas impliqué dans l'affaire, mais comme par hasard, il filmait au bon moment. Ça va être intéressant de voir c'était quoi vraiment qui se passait. Peut-être qu'on ne le saura jamais. Mais cette troisième personne-là a dit que Travis McMichael, une fois que Ahmaud Arbery était sur le sol mort, il l'a dit... il l'a traité de putain de N. On parle du N-word. En anglais, F-N. N. Je ne vais pas dire le mot, mais c'est un mot très péjoratif envers les Noirs. Pendant qu'il gisait sur le sol. Donc, sur le coup un peu de l'émotion, c'est sûr qu'il était un peu surpris qu'un mode se batte et qu'il ait à le tuer. Pas qu'il ait à le tuer, il n'y avait pas à le tuer, mais qu'il le tue. Mais on voit qu'il y avait un peu, c'est clairement un racisme, un acte de racisme, d'utiliser ce mot-là. Et même s'il dit que mais c'est sur le coup de l'émotion, normalement je le penserais pas. Je pense que à ceux qui avaient des doutes si c'était un acte raciste ou non, je pense que ça va avoir définitivement un effet sur la balance. Que peut-être qu'il voulait pas, peut-être que c'était pas nécessairement un lynch mob, qu'il allait directement, lui dans sa tête, il voulait le tuer, mais simplement toutes les actions de plus qui ont été prises parce qu'il avait la peau noire, de suivre la personne, de faire un citizen's arrest, toutes ces choses-là, est-ce qu'il aurait fait s'il n'y avait pas une peur des Noirs, une haine, une petite haine inconsciente peut-être? Je pense que non, puis je pense que cette peur était présente en lui. Bref, le procès est en cours et on verra ce que ça donnera. En parlant de racisme, encore une fois, dans ce thème-là, il y avait pendant un certain temps, il y avait eu une histoire qui disait que les souliers de New Balance étaient des souliers racistes, que c'était en fait ça avait été déclaré la chaussure de choix des néo-nazis en 2017. Donc je vais essayer de répondre à la question, est-ce que c'est vrai que New Balance est une chaussure raciste? Mais tout d'abord, cette histoire-là a un peu commencé quand Jim Davis, qui est le propriétaire de New Balance, c'est lui qui a la compagnie, a donné 400 000 $ pour l'élection de Trump en 2016. Donc, il a donné beaucoup d'argent pour Trump qui, disons, avait une campagne pas très... en tout cas, il y a des personnes qui divergent, mais moi, je pense que c'est une personne assez raciste, Trump. Je pense qu'on le voit encore plus aujourd'hui. Mais même en 2016, déjà là, avec son slogan Build the Wall, tout ça,
on pouvait voir quand même qu'il était assez raciste. Donc, c'était vraiment le seul propriétaire d'une compagnie de chaussures qui a donné de l'argent pour Trump. Parce que d'habitude, les compagnies de chaussures sont plus du côté gauche, du plus progressiste. Parce que c'est un peu plus ça son target market. C'est plus, il y a plus, les gens, ça a l'air que les coureurs sont un peu plus à gauche, un peu plus progressistes. Donc, il a donné 400 000 pour l'élection de Trump. Et il y a le Head of Public Affairs, Matthew Le Breton, qui a dit au Wall Street Journal un jour après l'élection, l'administration Obama se foutait de nous et on pense que avec Trump, les choses vont aller dans la bonne direction. Donc, vraiment, il y avait plusieurs personnes dans cette compagnie-là qui donnaient leur support pour Trump. Ce qu'il faut comprendre, par contre, là-dedans, c'est que les New Balance, eux, ils ont un peu, ils ont bénéfice à ce que à certaines politiques que Trump a données au début, et ils étaient en effet un peu désavantagés par certaines politiques de l'ère d'Obama. Dans le fond, de ce qu'on parle, on parle du Trans-Pacific Partnership, TPP, qui était un free trade deal qui permettait de réduire les coûts des importations aux US. Et New Balance, eux, n'aimaient pas ça parce que eux, ils manufacturent beaucoup de souliers aux États-Unis. Pas tous, évidemment, c'est seulement un pourcentage de leurs souliers. La majorité de leurs souliers sont, comme toutes les compagnies de souliers, faites en Chine parce que c'est là que tous les produits de manufacture sont. Mais ils faisaient quand même assembler une bonne partie de leurs souliers aux États-Unis, ce qui leur donnait, ce qui faisait que si on réduisait encore plus les coûts pour le free trade avec l'Asie, eux, ça les désavantageait parce qu'il y avait moins de profit à faire que les autres compagnies. Donc, c'était plus pour ça qu'ils étaient anti-démocrates et pro-républicains. Initialement, Jim Davis, je pense qu'il ne supportait pas Trump, il supportait un autre candidat, mais quand son candidat favori s'est retiré, il a supporté Trump. Bref, je pense pas, c'est pas parce que tu portes des New Balance que tu es raciste, évidemment. Je pense pas qu'aujourd'hui, New Balance a non plus cette image de chaussures racistes, parce qu'on a pu le voir, ils ont été quand même très vocaux là, tout récemment sur leur page Instagram, quand il y avait le Blackout Tuesday, des choses comme ça. Très vocaux, puis ils ont aussi passé aux actions, pas juste de faire des petits posts. Ils ont offert de donner des chaussures en lien avec des associations pour les Noirs. Donc, je pense pas que c'est une compagnie qui est en entier raciste. C'est juste certains de ses membres, dont le propriétaire, a supporté Trump. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais bref, il a quand même donné 400 000 pour son élection, ce qui est quand même significatif. Donc, à vous de voir. Je pense pas nécessairement la compagnie en entier. Je connais plein de monde, plein d'athlètes qui sont sponsors par New Balance. Je connais plein. Je sais qu'ils sponsoraient un camp auquel je travaillais. Ils étaient super. La majorité des employés, c'est des personnes comme vous et moi qui sont. En tout cas, chacun on a peut-être aussi un peu de racisme inconscient, mais bref, c'est pas des personnes foncièrement racistes, je crois. Mais c'est juste quand le PDG, quand le PDG de la compagnie, la personne qui, pas le PDG, mais la personne à qui la compagnie appartient, qui fait un don de même, ben c'est pas super apprécié, mais je pense pas qu'il faut virer fou avec ça. Et aussi, récemment, on a Greg Glassman, le PDG de CrossFit, qui s'est mis dans la merde
Il s'est fait abandonner par plusieurs compagnies, dont Reebok, qui est quand même un très gros commanditaire de CrossFit, suite à des propos étranges sur Twitter et son absence de commentaires sur le mouvement Black Lives Matter. Donc lui, il avait dit, c'était assez cryptique ce qu'il avait dit. Il disait quelque chose comme, il avait dit c'est Floyd 19, donc en lien avec George Floyd, l'homme qui est mort asphyxié à cause du policier Derek Chauvin qui a gardé son genou sur son cou pendant 8 minutes 46 secondes. Donc, c'était quelque chose, je pense que c'était en réponse à un tweet d'une organisation de statistiques qui disait que le COVID-19, que le racisme devrait être un public health issue, que ça devrait être une question de santé publique. Et donc, puis je me souviens plus exactement. C'était pas très clair, mais c'était un peu weird ces tweets à la base. Et juste le fait qu'il a fait ces tweets-là, tweets weird-là, mais surtout le fait qu'il a rien dit. C'est surtout ça, je pense, qui a mené plusieurs personnes à vouloir se désaffilier de CrossFit. Une autre chose aussi, je pense, qui les a menés, c'est juste, je pense que c'est des CrossFit, c'est une grosse brand, c'est comme Ironman si on veut, puis ça coûte de l'argent pour s'affilier, et je pense que les gens ont réalisé pourquoi est-ce que je devrais continuer à payer ça. Comme il y a beaucoup de gyms qui sont affiliés à CrossFit, puis j'en ai vu dans mon entourage des gyms qui disaient avant on était à CrossFit, là on a décidé de plus reporter notre contrat pour les années suivantes. Fait que je pense que c'est aussi un mix des gens qui étaient un peu tannés, qui réalisaient crime, je peux faire n'importe quel exercice weird à mes gens, puis juste appeler ça un autre nom, appeler ça Power Fitness, appeler ça je sais pas trop quoi, puis ça va pas me coûter des frais pour être affilié à CrossFit. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça, mais je pense aussi que de nos jours, les compagnies veulent faire attention parce que l'image publique, c'est très important, puis juste le fait d'être peut-être associé à quelqu'un qui... C'est sûr, c'est difficile à dire des tweets qui ont été faits par Greg Glassman, mais le fait d'être aussi silencieux, toutes les compagnies ont dit quelque chose. Moi, j'ai regardé, j'ai fait le tour, toutes les compagnies de chaussures, je voyais le mardi, quand il y avait eu le Blackout Tuesday, toutes les compagnies avaient un message. Donc, le fait d'être silencieux à ce moment-là, ça veut en quelque sorte dire un message. Puis je sais que certaines personnes vont être en désaccord avec ça, vont dire, ben là, il n'a pas pris de côté, il a juste pas pris de côté, mais le fait de pas supporter ça, de pas te donner ton sport, je peux le voir un peu moi aussi comme quoi que au fond, c'est probablement parce qu'il est contre, mais il veut pas le dire. Il veut pas le dire publiquement parce qu'il sait que ça serait se tirer un coup de balle dans le pied. Mais il s'est quand même ouvert un peu la trappe, puis il a dit des affaires un peu maladroites, un peu étranges. Puis c'est de même que finalement il s'est calé, puis que les compagnons ont juste dit non, c'est trop un danger cette personne-là. Après ça, il va sortir de quoi d'autre, puis là, nous, on va faire dur parce qu'on l'a pas droppé plus tôt. Donc, en tout cas, toutes les compagnies qui fuient Greg Glassman, qui fuient CrossFit comme la peste pour éviter, pour garder leur image clean. Puis c'est sûr qu'il y a des personnes qui vont être cyniques, qui vont dire, ben, c'est une compagnie qui essaie juste de garder son image, ils sont peut-être pas vraiment en support. Mais je pense, c'est sûr, oui, les compagnies, à la base, c'est là pour faire des profits, puis l'image t'aide à faire des profits, parce que si tu as une bonne image, tu auras plus de clients. Puis tes clients dépenseront plus. Mais je pense aussi qu'il y a une question. Au final, il y a des personnes qui prennent des décisions, puis le fait que la personne soit raciste ou non, puis soit touchée, affectée par ces mouvements-là ou non, je pense aussi que ça a un lien. Donc, bref, c'était ça pour le racisme avec les chaussures et le CrossFit.
Ensuite, on va passer maintenant, juste une petite clarification. J'avais parlé quand on avait eu l'update sur Strava qui devenait payant maintenant que beaucoup plus d'options il faut payer pour. Et j'avais dit que les heat maps restaient gratuits. Je veux juste préciser, le Global Heat Maps reste gratuit. Donc ça, pour accéder à ça, il faut googler Strava Global Heat Maps. Et ça, c'est juste les maps du monde, puis tu peux voir à quel point les gens ont couru à tel endroit, puis c'est plus foncé quand les gens ont beaucoup couru là. Mais les personal heatmaps, donc ça, si tu vas dans ton compte Strava, puis que là tu cherches, je pense que c'est dans Dashboard, je sais pas trop où exactement, mais quelque part quand tu cherches, puis tu vois heatmaps, là ça va donner ton personal heatmap, parce que ça c'est pour voir toi où est-ce que tu cours le plus souvent. Et ça, c'est une option payante. Mais de toute façon, je vois pas tant l'utilité du personal heatmap. C'est cool à regarder, c'est plaisant, mais je pense pas qu'il y a tant d'utilité, dans ce que la fonction vraiment utile, selon moi, Global Heatmaps, pour voir si tu visites un nouvel endroit, c'est où les bons endroits potentiellement, où aller courir ou faire du vélo. Ça, je trouve que c'est très intéressant et c'est toujours disponible. Donc, ça, c'est le fun. Maintenant, pas de championnat canadien U-Sports pour l'automne. Donc, U-Sports, qui était anciennement CIS, qui est en gros le governing body, ceux qui s'occupent de tout le sport universitaire canadien. Donc, quand on parle des championnats U-Sport, c'est les championnats canadiens universitaires. Donc, ils ont annoncé qu'il n'y aura pas de championnat canadien universitaire pour l'automne. Donc, ça, c'est tombé. Et tout de suite après, ou si c'était pas en même temps, la OUA, que ça c'est pour l'Ontario, AUS, que ça c'est pour les Maritimes, et Canada West ont aussi annoncé qu'il n'y aura pas de saison en automne. Donc, pas de cross-country partout au Canada, sauf peut-être au Québec, mais j'ai des forts doutes. La RSEQ n'a pas encore donné de réponse. Personnellement, je pense que ça va être aussi cancellé, surtout quand on considère que le Québec est la province la plus touchée, si je ne me trompe pas. En tout cas, je sais que Montréal, c'est la ville la plus touchée au Canada. Donc, je serais vraiment surpris que la RSEQ décide de continuer alors que toutes les autres provinces, toutes les autres, en fait, les organisations scolaires de toutes les autres provinces disent non. Donc, à suivre, probablement, peut-être qu'on aura l'annonce demain, lundi ou au courant de la semaine. Mais ce serait le fun d'avoir une réponse pour qu'au moins les athlètes se préparent mentalement. Puis peut-être que les athlètes vont se préparer tout de suite pour la saison indoor d'athlétisme. C'est un peu triste pour les athlètes que leur seule saison est en automne. Au moins, les athlètes de cross-country, ben, ceux qui font aussi de l'athlétisme, ben, pourront faire ça au moins. Mais c'est sûr, au cégep, il n'y a pas d'athlétisme. Ouais, c'est quand même... ouais, c'est assez triste, mais bon, il va falloir faire avec. Ça mène aussi à l'annonce de la réouverture des sports en groupe. Donc, ça, c'était la semaine passée, à partir de lundi passé. Donc, ça va faire une semaine presque quand ce podcast, cet épisode va sortir. On a annoncé à partir de lundi, on pourrait à nouveau pratiquer des sports de groupe, donc du soccer, le basket, je pense que oui. Bref, tous les sports de groupe, ils ont redonné le feu vert pour la réouverture. Ils demandent quand même de faire attention. Toutes les associations, c'est à eux de gérer comment ça va être fait. Donc, pour ce qui est de la course, ben, il faut regarder avec la Fédération québécoise d'athlétisme pour savoir c'est quoi les recommandations, c'est quoi qui devrait se passer. Est-ce que mon groupe, est-ce qu'on avait le droit depuis lundi passé de recommencer? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas recommencé si c'est le cas? Bien, on va aller voir. Alors, la Fédération québécoise d'athlétisme n'a pas tardé. Elle a sorti son guide de relance, ça fait un peu plus d'une semaine, pour dire c'est quoi un peu les mesures qu'il faudrait prendre. Je vais pas passer au complet. Vous pouvez trouver ce document-là en écrivant
en googlant guide de Revance athlétisme Québec. En gros, ce qu'il faut savoir, les grandes lignes, c'est surtout du gros bon sens. Puis c'est surtout de l'application des règles actuelles, donc de toujours garder un 2 mètres. Puis c'est seulement des activités extérieures, donc il n'y a pas de sport intérieur, c'est seulement pour les activités sportives extérieures. Donc c'est ça, c'est toujours de garder un 2 mètres, de faire attention maintenant de ne pas partager de matériel, donc tu amènes tes propres affaires, tu essaies d'amener le moins possible de choses, donc des fois il y a du monde qui amène plein de vêtements de rechange, à la place amener juste le strict nécessaire, arriver déjà changé, amener votre bouteille d'eau, puis allez-y. Donc, de ne pas partager les bouteilles d'eau avec d'autres gens, évidemment. Donc, puis ça dit aussi, si vous ne craignez ne pas respecter la distanciation physique, le port du couvre-visage est conseillé. Évidemment, en course, je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde qui vont avoir envie de porter un couvre-visage pendant qu'ils font un entraînement intervalle. Ou même pendant la course en général, je pense que ça devient tellement chaud là-dedans puis tellement dégueulasse. Mais c'est d'essayer de garder les distances. Donc, quelques suggestions qui sont mises, c'est d'essayer aussi de faire des plus petits groupes. Donc, des petits groupes, c'est pas spécifié. Ça devrait être combien là-dedans? C'est vraiment à chaque club de décider ça va être quoi nos groupes. Il y a certaines personnes qui sont un peu fâchées. Je sais que Jérôme Bresson, que j'ai reçu il y a quelques épisodes, il disait un peu son mécontentement parce qu'il y avait des clubs qui reprenaient les pratiques comme avant en termes de nombre, là, donc des espèces de gros groupes de 20-30 personnes. Que ça, lui a des doutes, puis moi aussi j'ai un peu des doutes sur à quel point ça se respecte la distanciation sociale avec des aussi gros groupes. C'est sûr que la course, on est chanceux, c'est un sport que tu as besoin de toucher à personne, contrairement à d'autres sports que des fois tu utilises tes bras un peu, puis tu te rapproches du ballon ou de la puck ou des choses comme ça. On n'a pas de matériel à partager, sauf pour ceux qui font peut-être le relais. Mais les relais ça a été dit très clairement dans ce document-là de la Fédération québécoise d'athlétisme que les relais n'ont plus lieu. Les entraînements de relais ne doivent pas avoir lieu pour pas que les gens touchent au même bâton. Ceux qui ont du matériel, peut-être les lancers du poids, tout ça, il faut désinfecter, bien sûr, avant d'utiliser. Puis peut-être essayer de juste utiliser ceux à eux. Donc, c'est ça, des fois, il faut partager. Je sais pas comment les clubs gèrent ça exactement, mais je pense qu'il faut avoir bien du désinfectant. Puis personnellement, je pense que ça serait mieux d'avoir juste un item par personne parce qu'à un moment donné, les gens slack, puis à un moment donné, les gens désinfectent pas tout, puis, ou ils n'y pensent pas. Bref, pour revenir à la course, je sais que dans mon club, on était là en ce moment, les clubs sont en discussion parce que la nouvelle était sortie, je pense, le jeudi ou vendredi. Puis là, après ça, ça disait le lundi suivant, vous pourrez recommencer. Donc là, les clubs, OK, ils font du rattrapage. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais que mon club à moi, le club athlétisme Ville-Marie, ils ont décidé, le coach est en train d'essayer de faire des plages horaires pour faire des petits groupes de 5 personnes maximum qui viennent à différents moments, que les gens arrivent, ils ont déjà fait leur réchauffement, ils arrivent à tel endroit pour recevoir les directives du coach sur l'entraînement, ils font l'entraînement, puis là après ça, cool down, ils repartent, puis là un nouveau groupe qui arrive, qui vient de faire son réchauffement. Donc c'est une façon de procéder. Personnellement, je trouve ça bien de l'allure. Parce que je pense que si tu as un trop gros groupe, ça va finir que les gens vont complètement ils vont courir ensemble à la queue leu-leu. Et c'est ça qu'il faut surtout éviter. Il y avait l'étude, je me souviens, qui était sortie sur... c'était une étude de simulation biomécanique des gouttelettes, des particules de gouttelettes que j'avais critiqué
initialement. C'est un peu la façon que ça avait été reporté, que c'était pas très clair, que c'était une simulation physique. Mais le chercheur a été interviewé après ça sur Iron, puis il dit oui, ça a été un peu distorted par les médias, que ça a été un peu pas exactement ce qu'il voulait dire qui était sorti, mais en gros, il dit quand même, il est sûr à 100% que les gouttelettes, elles vont rester un peu dans l'air. C'est simplement un fait selon lui, puis je pense qu'en tout cas, il connaît son affaire. C'est un chercheur, puis il n'est pas là trop crackpot. Puis dans ses propos, il avait l'air quand même raisonné, puis il comprend que les gens vont quand même continuer à courir de ça. Mais la grosse recommandation qu'il fait, c'est de ne pas courir un derrière l'autre, mais de courir un à côté de l'autre. Donc, il dit un à côté de l'autre, il n'y a pas de problème, parce que tu ne vas pas aller dans le nuage de micro-gouttelettes que la personne fait. Le problème, c'est ça, c'est que si tu es derrière une personne, plus tu vas vite, plus la distance est courte entre vous deux, plus il y a de chances que tu ailles dans son nuage de micro-gouttelettes et que tu aies des chances de te faire infecter. Donc, ma conclusion en fonction de ça, c'est vraiment dans les entraînements de s'assurer de rester un à côté de l'autre. Et là, si on est en piste, ben c'est sûr que c'est pas le fun quand tu es en piste parce que si tu es dans le corridor extérieur, ben tu fais plus de distance. Mais dans ce cas-là, tu peux ajuster soit de faire partir certains avec ceux qui sont dans les corridors extérieurs avec une petite longueur d'avance, puis là, ceux qui sont dans les corridors intérieurs essaient de les rattraper, comme c'est fait dans les départs des 400 mètres, par exemple, aux Olympiques. C'est simplement, tu peux faire le calcul de c'est quoi que ça prend pour que ça soit juste, pour que les athlètes fassent la même distance. Je pense que c'est une solution. Une autre solution aussi, c'est simplement, tu peux matcher des athlètes qui ne sont pas de force égale, puis mettre les plus lents plus à l'intérieur de la piste, puis les plus rapides plus à l'extérieur. Et de même, ça te donne un combat un peu plus égal, puis c'est sûr, tu vas pas, ceux à l'extérieur vont pas faire la distance exacte, ils vont faire un peu plus. Mais bon, c'est pas la fin du monde, on est toujours en des temps, on est toujours en temps de pandémie, c'est sûr que c'est le déconfinement en ce moment, puis c'est très le fun. Mais il faut quand même essayer de garder certaines habitudes qu'on avait au cœur de la pandémie, parce que sinon, c'est sûr qu'il y aura une deuxième vague. Donc, c'est ça un peu pour cette étude-là. Dans le fond, assurez-vous juste de ne pas courir derrière quelqu'un. Restez le plus longtemps à côté. Puis c'est bon, il y aura moins de drafting. Puis c'est ça. Donc, restez à côté. Et donc, si votre club, vous avez des entraînements à comme 25-30 personnes, peut-être demander au coach pourquoi est-ce qu'il y a ça, puis regardez, soyez conscient un peu, regardez de quoi, est-ce que vous avez l'impression que les gens respectent en ce moment quand vous avez un entraînement de 30 personnes? Est-ce que vous pensez que les gens sont pas est-ce qu'ils sont trop proches ou est-ce que la distance est respectée? Ouais, c'est très épineux parce que c'est pas, il n'y a pas de recette claire et nette. Il y a plein de recommandations, mais toutes ces recommandations-là, dans le guide, en gros, c'est du gros bon sens. C'est de tout faire, d'essayer de se laver les mains, de faire le plus possible pour limiter les contacts, limiter les entraînements aux entraînements nécessaires, évidemment. On ne va pas faire des gros entraînements de groupe juste pour jogger. Si tu veux aller juste avec ton ami pour jogger, un à côté de l'autre, pas de problème. Pour faire des gros entraînements, on essaie des entraînements avec plusieurs personnes, on essaie de limiter ça au minimum. C'est ça, c'est surtout du gros bon sens. Aussi faire attention, pas de high five évidemment. Tu peux changer ça par quelque chose d'autre, peut-être des foot five avec les pieds ou juste virtuellement ou juste à distance de le faire. C'est sûr, il va falloir changer un peu nos habitudes, comment on fait ça. Mais je pense que c'est quand même, c'est très
ça va être très plaisant enfin de pouvoir à nouveau faire des vrais entraînements, si on veut, de s'entraîner avec des gens. Personnellement, je trouve que ça fait toute la différence. Justement, hier, j'ai fait mon premier entraînement avec quelqu'un. Il y avait Perry McKinnon qui est rendu à Montréal pour l'été, puis il m'a envoyé un petit message. Perry McKinnon qui est un coureur qui était pour l'Université de Sherbrooke avant, qui est originaire de Sherbrooke. Et lui, ses temps, je ne suis plus trop sûr c'est PB, mais c'est autour des miens. Donc, il est quand même assez rapide. Puis, c'est ça, on s'est fait un 40 à allure demi-marathon hier. Puis, c'était tellement plus le fun. J'étais tellement plus capable de pousser que quand j'étais tout seul, que je suis sûr que j'aurais fait plus lent. Il y a des moments, là, un moment donné, j'avais tellement envie de lâcher, mais là, lui, il continuait. Fait que là, je me disais, non, non, je vais pas me laisser dropper. Puis là, je pousse plus. Puis, on a tenu quand même du 3,20 pendant 40 minutes. Surtout pendant 25 minutes, on avait un pas pire, un vent faible à moyen de visage, de face. Les premières 15 minutes, c'était de dos, ça allait bien. Puis après ça, de face, je pensais que ça allait dropper complètement. Puis on a réussi à toffer. Je trouve que ça fait tellement toute la différence. Juste d'avoir une personne. T'as pas besoin d'avoir 20 personnes pour avoir un bon entraînement. Moi, je trouve que ça prend une personne qui est capable de tenir avec toi pendant une partie des répétitions. Ça fait toute la différence. Donc, je pense personnellement, si je vais retourner aux entraînements de groupe, peut-être certains. C'est sûr, moi aussi, j'ai la situation particulière, c'est pas tout le monde qui va avoir ma vitesse d'entraînement. Fait qu'il faut que je m'assure si je vais aller à la pratique, ben, qu'il y aura quelqu'un autour de ma vitesse peut-être. C'est sûr, j'ai aussi dit dans le passé que la vitesse, se fait pas tout. Juste le fait d'avoir ton groupe pour t'entraîner avec toi, selon moi, juste ce fait-là, que tu meet up, tu fais ton warm-up en groupe, tu jases un peu, tu catch-up. Ça aussi, je trouve que c'est très important. Mais là, je suis un peu rendu dans l'habitude de faire mes workouts un peu quand je le veux et où je le veux. Fait que là, ça va être un petit peu difficile de revenir avant que là, maintenant, il faut se déplacer pour aller à l'endroit où est-ce qu'on fait les entraînements, parce que des fois, c'est un peu gossant d'aller au centre-ville quand j'ai des endroits dans mon coin aussi où est-ce que je peux courir. Mais je vais voir, je vais vérifier, je vais voir si je vais meet up avec des amis pour faire des entraînements. Mais je pense vouloir en tout cas au moins aller à un ou deux entraînements dans le prochain mois juste pour catch up avec mes amis du club. Si vous cherchez un club en passant, si vous restez dans le coin de Montréal, il y a le club athlétiste Ville-Marie, qui est le club dont je fais partie. En ce moment, c'est quand même drôle. Apparemment, pendant la pandémie, notre nombre de membres du club a monté. Donc, le contraire de ce qui semble intuitif. Mais c'est parce que tout le monde se met à la course. Fait qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent des clubs. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose d'autre qui explique le phénomène. Mais ouais, de ce que j'avais lu sur nos forums de discussion, on a plus de membres qu'avant. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous cherchez un club à Montréal, à nous contacter. Vous pouvez m'envoyer un message à moi sur ma page Facebook, ou vous pouvez regarder notre site web runavm.com, runavm.com. Je ne sais pas s'il a été updaté, mais sinon aussi sur les réseaux sociaux. Je pense là, on a une équipe qui est en train d'un peu gérer les réseaux sociaux comme du monde. Avant, on laissait, je sais pas trop si, je pense que c'était Jim qui gérait ça, mais tu sais, c'était pas sa priorité. Puis, ouais, c'était un peu dead, mais là, il commence à être actif, puis on commence à publier des choses sur les réseaux sociaux parce que ben il y a bien des nouveaux coureurs qui se cherchent justement des clubs, surtout maintenant avec le déconfinement qui s'amorce, les gens qui sont un peu moins craintifs. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va être un club qui fait attention. Je sais qu'on fait attention dans mon club pour ça. Puis il y a plusieurs autres clubs. Regardez, je pense sur Athlétisme Québec, je pense que vous pouvez regarder des listes des clubs qu'il y a à Montréal. Je sais qu'il y a les vainqueurs, plus
une petite affaire plus vers le ouais, je sais pas c'est où exactement. Je suis proche, dans le coin de l'Université de Montréal. Ils sont un peu Saint-Laurent Select. Ouais, là, je dis juste ce qui me passe dans la tête. Je sais que le club de Alan Miner Phoenix Run Club, plus à l'ouest de l'île. Bon, là, désolé à tous les clubs que je nomme pas en ce moment, mais il y a il y a pas 1 million de clubs, mais il y a beaucoup de clubs à Montréal. Il y en a aussi à l'extérieur de Montréal. Renseignez-vous, demandez à vos amis coureurs. Ou envoyez-moi un message pour de vrai, peut-être que j'aurai des idées si vous me shootez un message. Moi, ça me fait toujours plaisir de répondre à mes auditeurs. Donc, renseignez-vous. Je vous dis, c'est vraiment, en tout cas, c'est sûr, ça varie d'une personne à l'autre. Mais justement, j'avais une discussion aujourd'hui aussi avec un ami qui est venu courir avec moi. Puis mon ami Phil. La break, puis c'est ça, il disait lui aussi, il disait en tout cas pour les long runs puis les workouts, il dit ça fait toute la différence, puis moi aussi j'ai trouvé, juste pour une note, on s'est fait une long run de 90 minutes, qui en tout cas pour moi c'est correct, c'est quand même une pas pire long run, mais bref, cette long run de 90 minutes a passé comme rien, c'est fou là, pour moi, c'est pour ça que je dis long run en étant un peu sarcastique, parce que pour moi, dans ma tête, ça filait comme une toute petite run de rien. Ça a passé tellement vite, on jase de 1000 affaires. Je pense que c'est maintenant sécuritaire. En tout cas, est-ce que ça l'a déjà été pas sécuritaire? C'est une question à débat. Mais je pense que si vous gardez vos distances, c'est correct de courir avec une autre personne. Je pense que c'est surtout, il faut regarder le big picture. Faut essayer de ne pas se rendre à des endroits qu'on n'a pas besoin d'aller nécessairement. Essayer de se laver les mains. Essayer de porter le masque quand on va faire l'épicerie, les choses de même. Donc, je pense que c'est plus ça. Puis de ne pas faire trop de niaiseries. Ouais. Bref, là, je commence aussi moi-même à me mettre en mode déconfinement agressif, que je suis tout excité puis que là, je veux courir avec plein de monde. Je vais faire quand même attention, je ne vais pas abuser. Mais crime que ça a fait du bien dans les derniers jours là, de samedi de faire un workout avec quelqu'un. Puis aujourd'hui de jaser puis de pas être. C'est le fun des fois d'écouter des podcasts en courant, d'écouter ou des fois de juste penser, réfléchir, mais mon Dieu, personnellement, j'adore ça, jaser avec du monde en courant. Je trouve que c'est super le fun. Bref, le déconfinement s'amorce. Soyez indulgents avec vos clubs. S'ils prennent du temps, c'est qu'ils sont en train de faire attention de bien faire ça comme du monde. C'est cela. Juste une petite chose que j'avais oublié d'ajouter, à laquelle j'ai pensé après. Dans le guide de la relance d'athlétisme, un des points importants est de questionner les athlètes auparavant pour voir s'ils ont des symptômes de la COVID, donc voir s'ils font de la fièvre ou s'ils font de la toux, s'ils pensent qu'ils sont peut-être infectés. De faire ça avant qu'ils se pointent à la pratique, évidemment. Aussi de le faire à la pratique. Ça aussi, c'est important. Mais idéalement, c'est de le faire avant. Donc, s'il y a une personne, des fois, tu penses pas que c'est trop important ou tu y penses, tu réfléchis pas trop. Puis après ça, tu te pointes puis tu peux infecter des gens. Tandis que si tu te fais poser la question, là, si tu le camoufles, ben en tout cas, il y a certaines personnes peut-être qui le feraient, mais je pense que beaucoup de personnes se sentiraient mal de camoufler ça. Donc, que ça va vraiment filtrer les gens. Puis c'est ça, selon moi, une des choses les plus importantes, c'est si une personne est potentiellement infectée, ben, qu'elle reste à l'écart en quarantaine. Donc, une petite omission que j'avais fait, fin de la parenthèse et de retour au podcast. Maintenant, dans des exploits locaux, on a Mathieu Blanchard qui avait déjà fait, j'avais déjà mentionné son nom quand il avait fait le tour de l'île de Montréal en course. Là, il s'est donné un autre défi. Il a fait 10 000 mètres de dénivelé sur le Mont-Royal. Un défi assez sadomaso. Et 10 000 mètres, pour ceux qui ont
ne savent pas trop, je pense que le Mont-Royal, c'est environ 200 mètres au total. 10 000 mètres, le Mont Everest, c'est 8 848 mètres. Donc, il a monté plus que l'équivalent du Mont Everest pendant cette sortie-là. Ça lui a pris 15h45 minutes. Et ce 10 000 mètres de dénivelé-là était fait sur 68 km. Donc, c'est en moyenne 15% d'inclinaison, ce qui est assez rough. Donc, ça a été fait en une journée, puis ça a été fait dans les éboulis du Mont-Royal. Puis c'est drôle, les éboulis du Mont-Royal, je me souviens, une des premières fois que j'ai couru sur le Mont-Royal, pas la première, mais une des premières, quand je commençais un peu à m'aventurer dans les trails. Je me souviens, un moment donné, par accident, je me suis rendu aux éboulis. J'ai descendu ça, puis après ça, je me suis dit plus jamais. C'est tellement extrême, c'est plein de roches, pas tant stable. En tout cas, personnellement, je m'étais dit, ouf, c'était le fun, mais je le referai plus jamais parce que si je fais ça à tous les jours, je vais me tuer. Il a choisi cet endroit-là pour faire ça. Parce que c'est très à pic, donc il pouvait être vraiment efficace à faire ça là. Il a fait ça avec des bâtons pour l'aider, bien sûr. Parce que sinon, il serait probablement pété la gueule parce que quand tu as les jambes fatiguées, c'est sûr que tu es plus à risque de tomber. Puis si tu tombes dans les éboulis, tu vas te faire mal. Donc, il a fait ça avec des bâtons pour l'aider, bien sûr, mais c'est quand même tout un exploit de se faire souffrir de même pendant 15h45. Peut-être c'est moins souffrant justement d'avoir les bâtons qui aident un petit peu. Je sais pas. Personnellement, j'ai jamais utilisé de bâton pour faire de la montée en sentier. Je sais pas à quel pourcentage ça t'aide. Mais bref, c'est quand même un peu plus que le Mont Everest en montée. C'est sûr que dans le Mont Everest, il y a du monde qui va dire « Ah, c'est facile de faire le Mont Everest. » Non, le Mont Everest, tu as tellement de contraintes, le manque d'oxygène, le froid. Puis c'est pas, tu montes pas directement comme à 15% tout le long. Des fois, ça va remonter, redescendre, etc. Mais ça reste plus dur selon moi de faire le Mont Everest, mais c'est quand même assez impressionnant de pouvoir dire que tu as fait plus que le Mont Everest en 15h45. On a une autre petite affaire. J'avais Carl Hébert, quand j'avais parlé de son athlète Jean-René Caron, qui avait fait un 2 heures, autour de 2h33, 2h34 à son premier marathon. Il m'avait ajouté un message. Il était bien content que je parle de son athlète et que je le mentionne. Il voulait cette semaine que je partage certaines performances de ses athlètes. Puis je vais quand même les mentionner. C'est pas autant impressionnant qu'un 2h33-34, mais c'est quand même assez impressionnant considérant, il y a un de ses athlètes, par exemple Alexandre Serré, qui a rentré un 33 minutes pour 10 km, 33,00. Puis lui, ça fait un an qu'il court. Donc, assez impressionnant. Moi, j'aurais été content si je faisais 33,00 après avoir couru seulement un an. Il y a peut-être potentiel pour aller en chercher encore plus si on pense à ça. Puis il m'avait aussi partagé des belles photos d'ampoules que son athlète avait. C'était magnifique, c'était énorme. Il y a un autre de ses athlètes qui a fait quand même un 2,37,33. Encore une fois en solo, mais je pense qu'il y avait Carl Hébert qui l'encourageait probablement tout le long. Donc ça aide un peu. Je pense que c'est quand même tout un boost d'avoir un crinqué qui t'encourage tout le long puis qui t'aide. Mais c'est quand même très fort. 2,37,33, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se vanter de pouvoir faire ça. Il y en avait un autre aussi, un Gabriel Moreau qui a quand même rentré un 1,15,57. C'est plus rapide en termes de pace que le 2,37,33, mais je dirais quand même que le 2,37,33, c'est quand même un petit peu plus impressionnant étant donné que si on fait x2, 1,15,57, donc on a rendu à 1,16, donc 2,32. 2,32, la règle souvent c'est que tu rajoutes environ, je pense, un 10 minutes. En plus, tu fais x2 plus 10 pour
avoir le marathon. Peut-être que je me trompe, peut-être que je dis n'importe quoi avec ça, mais je pense que j'avais entendu quelque chose du genre. Donc ça monterait à 2,42. Mais quand même solide. Donc félicitations à Gabriel Moreau et à Simon G.I. C'était Simon G.I. Je sais pas c'est quoi son vrai nom, mais son nom de famille peut-être. Ouais, G.I. ça fait comme Gastrointestinal Issue, mais je pense pas que c'est ça, son nom de famille. Et Alexandre Serré, puis à Carl qui a des poulains assez en belle progression. C'est surtout impressionnant le fait que souvent c'est du monde qui sort un peu de nulle part. C'est pas du monde qui vient du circuit universitaire ou cégep. C'est juste des coureurs qui s'y sont mis tout d'un coup. Puis il réussit quand même à avoir des beaux résultats, franchement. C'est un 33 minutes après un an. Je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont jaloux. Je sens votre jalousie en ce moment. Puis même moi, je suis un peu jaloux. Personnellement, si j'avais pu faire rentrer un 33 flat en un an d'entraînement, moi je pense qu'après un an que je me suis mis à la course, je devais être autour de peut-être 36 environ. 36, 35. Donc, très solide performance pour les poulains de Carl Hébert. Maintenant, on a Jakob Ingebrigtsen qui continue à faire parler de lui. L'athlète, je pense qu'il est norvégien, ma foi. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Jakob Ingebrigtsen. Oui, norvégien. Dans le fond, il avait été aux nouvelles de la course au temps du coronavirus dans le dernier épisode parce qu'il avait fait un record norvégien sur 5 km. Il avait raté le record européen de quelques secondes. Eh bien, là, il vient de se taper un record européen aux 2000 mètres. C'était au Impossible Games, donc c'était une compétition. Ça remplaçait un meet du Diamond League, donc une compétition d'athlétisme du Diamond League, qui sont les compétitions d'athlétisme les plus prestigieuses au monde. Cette compétition-là avait été cancellée, mais pour remplacer ça, ils ont fait les Impossible Games. Il y avait quelques événements, dont un qui était en équipe. C'était l'équipe du Kenya contre l'équipe de la Norvège. Dans l'équipe de la Norvège, il y avait Jakob et Ingebrigtsen. Il y avait aussi son frère Henrik et deux autres athlètes. Puis pour l'équipe du Kenya, il y avait, mon Dieu, je vais essayer de retrouver le nom, je pense que c'était Paul Chelimo. Ouais, je vais retrouver son nom pendant que je pense. Bref, les Norvégiens ont gagné et ils ont vraiment détruit le Kenya, en fait. C'était par contre, est-ce que ça veut dire que le Kenya est plus poche que la Norvège? Je pense pas. Les conditions étaient dégueulasses au Kenya. Tandis que pour la Norvège, ils avaient des belles conditions, un beau stade, plein de choses qui aidaient. Je pense qu'il y avait des lumières qui les aidaient à pacer. Je vais juste retrouver ça. C'est Cheruyo, pas Chelimo, mais c'est Team Cheruyo versus Team Ingebrigtsen. Bref, ils avaient plein de choses qui les aidaient, tandis que pour le Kenya, c'était des conditions exécrables. Il y avait de la pluie, il y avait du vent, c'était vraiment l'enfer. Et le Kenya, ils ont ouvert leur première lap, leur premier tour de piste en 54 secondes. C'est vraiment ridicule. C'était pas mal trop rapide. Je pense qu'ils étaient un peu trop excités. Après ça, ils sont fait ramasser parce que de faire 54 secondes, peut-être dans des conditions idéales, tu pourrais t'en sortir de faire un premier tour de 1, mais c'était des conditions exécrables. Donc leur 54 au premier tour était probablement équivalent à un 52, 51, ce qui est absurde.
Donc, ils se sont fait défoncer par l'équipe de la Norvège. Pour l'équipe de la Norvège, ben, je pense qu'il y avait deux lapins là-dedans qui aidaient Henrik et Jacob Ingebrigtsen. Et Jacob, je pense, avec quelques tours à faire, il a ouvert la machine. Et c'est assez impressionnant. Il a fait, je pense, son avant-dernier tour était autour de 60 secondes. Et après ça, son dernier tour était autour de 50, je pense. C'était absurde, incroyablement rapide de finir, à cette vitesse-là. Ça lui prenait ça pour faire le record. Je crois qu'il a fini juste à quelques centièmes du record. Vraiment, vraiment impressionnant. Il a 19 ans. C'est ça qu'il faut savoir. À 19 ans, il fait des temps dégueulasses. 4,50 pour 2000 mètres. Donc, je vous laisse penser à ça. Ça veut dire que pour 1000 mètres, on divise par 2, 4,50, 2,25. Donc, c'est des 2 fois 1000 mètres en 2,25. Faire 2,25 au 1000 mètres, c'est vraiment difficile. Si on essaie encore ça, de briser ça encore plus, euh, en fait, c'est en bas, il faut que tu fasses en bas de 4 minutes au mile. Il faut que tu fasses, je pense qu'il a fait autour de 3,56 là-dedans au mile. Euh, et, euh, et après ça, tu continues, puis tu pousses encore plus. Euh, c'est c'est vraiment absurde comme temps. Euh, ça le met aussi dans le top 10 de tous les temps. Donc, il a réussi à se mettre une place au top 10 de tout le temps. Par contre, une chose qu'il faut savoir, le 2000, c'est pas autant couru que d'autres événements comme le 3000 ou le 1000 ou le 1500. C'est un événement un peu non standard, si on veut, en tout cas surtout en Amérique du Nord. Je ne sais pas à quel point c'est plus un standard en Europe, mais ici, c'est moins une distance standard, mais c'est quand même quelque chose d'être dans le top 10 de tous les temps. Ouais, exactement. Son dernier 400 mètres, 54,2 secondes. Donc, il a fini aussi vite que les Kenyans sont partis. Mais vraiment tout un changement de vitesse, de passer de 60 à 54,2. 54,2, c'est un 200 mètres en 27,1. Je sais même plus si aujourd'hui je suis capable de courir 27 pour 200 mètres. Je ne sais même pas. Peut-être si je fais vraiment, ouais, si je fais un 200 mètres all-out, je pense que je suis capable à pleine vitesse. Mais sinon, juste de faire un 400 mètres en 54, je pense pas que je suis capable aujourd'hui. Puis je pense que dans la population, la majorité des gens ne sont pas capables juste de faire le 400 mètres en 54. Juste de le faire en bas de 60, c'est difficile. Ça, je suis capable, mais limite. De faire un 400 mètres en bas de 60, c'est dur. Lui, il finit ça après être déjà complètement défoncé, d'avoir fait un, un, un mile en 3,55. On se souvient, si vous avez écouté le dernier épisode sur l'histoire de la course, le mile, pendant des années, personne pensait qu'un humain pourrait un jour aller en bas de 4 minutes. Puis lui, il va complètement en bas de 4 minutes, il fait 3,55. Après ça, il finit en 54 secondes au 400 mètres. 54 qui est plus rapide, beaucoup plus rapide que le pace de 4 minutes au mile. Pour faire 4 minutes au mile, il faut que tu fasses 60 secondes, juste en bas de 60 secondes par 400 mètres. C'est vraiment impressionnant. À 19 ans, il y a énormément de potentiel, évidemment. C'est pour ça que tout le monde capote un peu, parce qu'il y a raison de capoter à 19 ans de faire ça. C'est impressionnant. Est-ce qu'il va se blesser dans le futur? On ne sait pas. Il y a bien des belles carrières qui sont finies par ça. J'ai l'impression, en tout cas, en ce moment, il est dans le bon chemin. Et je veux aussi répondre à des commentaires que j'avais eus de Vincent Nadeau-Benoît, j'avais oublié de répondre à ça. Dans le fond, c'était en lien avec la semaine passée, quand il disait il semblerait qu'en Norvège, les courses organisées sont recommencées. Quand j'avais parlé du 5 km
de, je pense que j'avais partagé ou quoi le record du monde, je ne suis plus trop sûr. Ou je pense, non, je ne l'avais pas encore partagé, il faisait simplement le partager. Mais bref, les courses en Norvège ne sont pas recommencées. C'était simplement un petit événement qui avait lieu. Quand on revient aux 5 km, il y avait 5 participants, 5 élites. Donc, c'est pas des courses pour tout le monde. 19 ans, oui, 19 ans, c'est incroyable. Quel mauvais parcours pour battre un record national, ça se peut, je me souviens pas, j'ai pas vu au complet la vidéo. Je pense pas que c'était idéal comme parcours, mais honnêtement, j'ai pas tant regardé, peut-être qu'il y avait beaucoup de courbes dedans. Mais oui, 19 ans, oui, très impressionnant. Ben, parlant de courses organisées, ça m'amène à un point que je voulais aussi aborder. Les courses organisées, ça recommence. Je sais qu'il y a Alvaro, sa course des ponts. Je pense qu'il est complet ou qu'il va bientôt être complet. En fait, en ce moment, il est complet pour sa course des ponts, donc sa course qui passe par le pont Champlain et le pont Jacques-Cartier. Puis là, il est en train de regarder s'il y a des personnes qui s'étaient inscrites avant la COVID, qui veulent annuler leur inscription pour voir s'il y a des nouvelles places disponibles. Mais en ce moment, c'est plein. Est-ce que tous les événements vont recommencer? Non, je pense. J'ai des forts doutes. Marathon de Montréal, est-ce que ça va avoir lieu? Je suis à peu près sûr que non. Marathon de Toronto, à peu près sûr que non. Il y a tous les gros marathons, à mon avis, ça va être cancellé parce que c'est impossible de s'assurer que tu as une distance entre les gens. Alvaro, lui, ce qu'il a fait, c'est pour son événement, c'est un plus petit événement tout d'abord, donc c'est plus facile à gérer ça. Je pense qu'il y a 200 participants. Puis il va faire partir les gens à des moments différents. Et c'est pas une course qui va être compétitive. Donc je sais pas s'il y a des dossards et des matelas, mais je pense que c'est plus son affaire, son événement, c'est vraiment plus festif. Je suis plus trop sûr, je pense qu'il y aura de la bouffe, mais que ça va être juste donné en take-out. Ou peut-être qu'il y en a juste plus, je suis plus trop sûr des détails. Mais donc lui, il peut se permettre de faire des départs qui sont à des moments différents parce qu'il y a un petit nombre de participants, c'est gérable de même. Est-ce que toutes les grosses courses pourront faire ça? Je ne sais pas. Est-ce que les grosses courses pourront se permettre d'avoir des parcours que c'est un peu monsieur, madame, tout le monde qui, eux, ils veulent avoir leur station d'eau. Mais les stations d'eau, est-ce que ça peut encore avoir lieu? Je ne sais pas. Je pense pas, en fait. Donc, selon moi, c'est pas tous les événements qui vont reprendre. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être cancellés. Puis ça me mène aussi à un autre point qui est le 21K Banque Scotia qui a été remis aussi en automne. Fait que c'est quand même drôle parce qu'il y a comme 1 million de courses qui sont en automne. Pour cet automne-ci. Je pense pas non plus que ça va avoir lieu. Je sais pas. Celui-là, il y a plus de chances que le marathon de Montréal, par exemple, parce que simplement à cause du nombre de participants. Mais encore là, c'est quand même une énorme course, le 21K Banque Scotia de Montréal. Je pense pas que ça va avoir lieu. J'ai été approché par l'organisateur. Ils ont envoyé un message à tous les athlètes élites qui ils nous donnaient une inscription pour leur course virtuelle. Ils nous demandaient si on peut de partager ça sur les réseaux sociaux. Puis ben moi personnellement j'ai toujours eu une super belle expérience avec les courses du Canada Running Series. Donc Canada Running Series, c'est une organisation qui ont des courses un peu partout à travers le Canada. Il y a le marathon de Toronto, c'est là-dedans, le Waterfront. Il y a le 21K Banque Scotia, ça fait partie de ça. Il y en a plusieurs. Le 20, c'est un peu, ils en ont moins au Québec. Je pense que le 21K Banque Scotia de Montréal, c'est leur seul événement au Québec. Ils sont un peu plus basés autour de Toronto puis dans l'Ouest. Mais personnellement, j'ai toujours eu une super belle expérience en tant qu'élite. Ils nous traitent super bien et je trouve que c'est toujours bien organisé, leur course. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas, je vais en parler à mon podcast. Donc, s'il y en a qui sont intéressés pour 35$,
vous vous inscrivez en ligne et vous rentrez votre temps quand vous voulez, entre maintenant, puis je pense que c'est jusqu'au 1er septembre. Vous avez, je pense pas qu'il demande de preuve ou rien, vous faites juste rentrer votre temps sur Sportstat et il vous envoie une médaille et un chandail, si je ne me trompe pas. Je sais qu'il envoie au moins ça. Puis je sais pas s'il y avait d'autres choses. Je pense qu'il disait aussi goodies bag. Je vais juste vérifier dans mes courriels que je dise pas n'importe quoi. Mais c'est ça. Donc, pour 35$, honnêtement, c'est surtout pour encourager ces événements-là pour qu'ils continuent à avoir lieu. Si vous faites le choix de faire cette course virtuelle. Personnellement, je pense que j'ai toujours été un peu mitigé là-dessus, les courses virtuelles. J'ai fait partie de certaines courses parce que j'ai rien d'autre à faire. Puis, on comprend, personne n'est là pour dire qu'une course virtuelle devrait remplacer une vraie course. Évidemment que non, évidemment que c'est beaucoup moins le fun. Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui aiment ça, faire des courses virtuelles. Personnellement, peut-être que le fait d'avoir une petite médaille ou quoi, peut-être ça va me motiver un peu plus. Ou juste de pouvoir me comparer à toutes les autres qui auront fait le challenge. Je sais qu'il y a plusieurs initiatives de ce genre-là. Il y avait une grosse que j'ai malheureusement pas eu le temps de couvrir, qui était le NN Running Challenge, que c'était un gros défi à travers le monde. Ils ont eu beaucoup de participants, notamment Reed Coulthard, qui se faisait un relais à 4, qui devait couvrir, je pense, autour d'un marathon, ou peut-être un petit peu plus. Je pense que c'était autour de ça. Je pense que c'était 10,5 kilos, quelque chose. Ouais, c'est ça. Il fallait faire un marathon en équipe, donc chacun faisait 10,5 kilos. Et ouais, Reed Coulthard, qui avait un des top coureurs canadiens, qui avait réussi à se mettre dans le top 20 mondial, je crois. Il avait réussi à battre, je me souviens plus c'était quel athlète, mais il y avait un des top athlètes du Kenya. En tout cas, il disait même aussi Killian Jornet avait participé à ça, puis il avait réussi à battre son temps. Je pense qu'ils avaient fait autour de 30 environ pour 10,5 kg. Donc le 0,5 est quand même important. 30 pour un 10 kg, c'est solide. C'est probablement autour de mon temps. Mais 30 pour un 10,5 kg, c'est très solide parce que ça équivaut probablement autour de 29 pour un 10 kg environ. Ouais, pas mal ça. C'est autour de 3 minutes 10 kg. Tu enlèves une 30 pour le 500 mètres. Donc, tu baisses à 29. Donc, c'est très fort, mais en tout cas, peut-être qu'il y avait des mauvaises conditions quand il l'a fait, cet athlète kenyan. Ouais, j'essaie de retrouver cette nouvelle-là. Oui, Bekele, c'était Bekele qui s'est fait battre par Reed Coulthard et Killian Jornet. Donc, cet événement-là quand même attiré pas mal de top athlètes. Puis ça montre aussi que certains athlètes qui sont quand même bons pour faire des grosses performances, même si c'est une course virtuelle, puis qu'ils n'ont pas toute la crowd, puis toutes les conditions d'une vraie course. Donc, Reed Coulthard fait probablement partie de ces gens-là, de réussir à faire un temps de même pour un 10,5 kg. Je pense qu'il l'a. Puis Bekele l'avait peut-être un peu moins. Peut-être qu'il était malade, on le sait pas. Mais donc, il y a plusieurs initiatives de ce genre-là de courses virtuelles. C'est pas pour tout le monde, évidemment. Mais je trouve que si vous voulez, c'est surtout si vous voulez, si vous aimez ça à la base, de faire une course virtuelle, ben c'est quand même le fun. Pour 35$, je pense que c'est assez raisonnable. Tu reçois 200 téléchargeables, un badge, un résultat téléchargeable, un chandail, une médaille de participation et quelques surprises des commanditaires qui seront envoyés à tous ceux qui auront téléchargé leurs résultats. Donc, selon moi, c'est surtout bien parce que vous encouragez un événement que vous aimez puis une organisation que vous voulez qui reste. Eux, en ce moment, ils ont déjà, beaucoup d'organisations ont déjà acheté leurs médailles puis leurs chandails. Donc, en ce moment, ils essaient de s'en débarrasser.
pour limiter leurs pertes. En ce moment, c'est des pertes dégueulasses qu'ils subissent. C'est toutes les compagnies qui organisent des courses. Ben, dépendamment du scale, dépendamment de leur grandeur, mais Canada Running Series, je peux imaginer que ça doit être assez dégueulasse leur chiffre d'affaires en ce moment. Donc ça les aide un peu à stay afloat, de rester, de limiter les pertes pour qu'ils puissent rester là puis être toujours là quand le cas de la COVID, quand on aura trouvé un vaccin ou que ça va être réglé d'une façon ou d'une autre. En tout cas, moi j'aimerais ça, je serais bien content s'ils sont toujours là après parce que j'ai toujours eu du plaisir à leur course, j'ai toujours eu, eu confiance en leur organisation. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire en ligne. Googlez ça, googlez Canada Running Series. Googlez juste 21K Banque Scotia de Montréal, course virtuelle, puis vous allez trouver ça. Ben, vous pourrez faire une petite course virtuelle, avoir une belle petite médaille. Puis un chandail. En ces temps, c'est quand même rare les gens qui reçoivent des médailles et des chandails. Donc, c'était simplement ça que je voulais partager. Donc, oui, on va revenir. Je pense que je fais plusieurs parenthèses ces temps-ci. Là, on revient, bref, à l'exploit de Jacob. Franchement, c'est impressionnant. C'est Vincent Nadeau-Benoît il m'a aussi fait part. Il y a une série sur YouTube. C'est une bonne série à écouter en ces temps-ci, je trouve. En ces temps. Là, peut-être un peu moins en ce moment, le déconfinement, les gens sortent un peu plus, mais quand même, excellente série. C'est sur YouTube que vous pouvez la trouver. Je pense que c'est un média de la Norvège, normalement, qui sort ça, mais il y a quelqu'un qui les a toutes téléchargées, mis sur YouTube, puis il y a des sous-titres en anglais. Donc, si vous allez sur YouTube, vous choisissez d'activer les sous-titres en anglais. Vous pourrez voir des sous-titres qui sont quand même assez accurate, je pense. J'ai pas vu trop d'absurdité, de phrases qui faisaient pas de sens. Puis c'est très intéressant. Dans le fond, je pense qu'il y a 5 ou 6 saisons. Il y a beaucoup de saisons là-dessus. Puis ils ont commencé à suivre la famille Ingebrigtsen depuis un peu, pas à leur tout début. À ce moment-là, quand ils ont commencé à les suivre, il y avait quand même Henrik qui était quand même qui rayonnait sur la scène internationale, qui avait fait les Olympiques. Mais ils ont suivi quand même, dans ce documentaire-là, j'ai commencé la saison 1, puis on voit Jacob qui est encore un bébé vraiment, là, il est pas un bébé, j'exagère, mais il a peut-être comme 12 ans, puis il est tout petit, il est tellement plus petit, puis il est encore en train de commencer, puis il dit un jour je veux essayer de battre Henrik, puis d'aller dans ses pas, puis c'est quand même intéressant de voir. À ce moment-là, ils ne savaient pas qu'il deviendrait aussi big que ça. Là, maintenant, en ce moment, tout le monde parle de lui. Mais c'est super intéressant de voir aussi le père, toute la famille, mais le père, c'est quand même. C'est vraiment un maniaque, un peu, si on veut. Il est quand même, il paraît quand même raisonnable dans la série, mais tu vois qu'il y a quand même quelque chose de très compétitif et comme du plus jeune âge, il les met vraiment au sport. Au début, quand ils sont plus jeunes, on voit ils font c'est comme du ski cross-country, mais avec des roulettes. Puis fait que tu vois des petites vidéos des jeunes quand ils sont tout jeunes qui font ça. Fait qu'il il est quand même, il a l'air quand même intense. Techniquement, il les force pas parce qu'il y en a d'autres de cette famille-là qui sont très nombreux. Je pense qu'ils sont 6 ou 7. Il y a deux enfants, je sais, qui ont juste lâché ça, qui étaient tannés de faire ça à 100%. Parce que leur père est quand même très intense. Ils font des entraînements c'est très carré. L'horaire est très rigide. Ils font les entraînements à telle heure, puis la récupération, puis tout ça. Puis il y en a certains membres de cette famille-là qui ont sorti de ça, qui n'aimaient pas ça, pour qui c'était pas fait pour eux.
Mais il y a les autres, il y a Philippe, Henrik, puis Jacob qui restent, qui continuent à performer avec ça. Puis la question souvent qui vient, c'est euh, est-ce que est-ce qu'ils ont vraiment. Est-ce que c'est sain, cette spécialisation à un tout jeune âge? Les recherches montrent qu'au niveau de la population, c'est très malsain. En moyenne, ça ne va pas donner des bons résultats de vraiment spécialiser le jeune dès le plus jeune âge à faire juste une affaire. Il y a plein d'exemples comme André Agassi, je pense qu'il disait qu'il détestait le tennis parce que son père le forçait à jouer. Puis pourtant, c'est un superstar de tennis, André Agassi, mais il détestait ça. Donc, est-ce que ça vaut tous les sacrifices? Est-ce que ça vaut la peine de mettre de mettre l'enfant dans un seul sport, puis qu'il devienne peut-être bon, mais au détriment du fait de son plaisir de ce sport-là? En général, c'est la réponse, du moins dans la recherche en psychologie du sport, c'est non, que c'est mieux de diversifier, de faire des sports, mais plusieurs, de les laisser essayer, puis après ça, de commencer à spécialiser un peu autour de 13, 14, 15 ans. Là, c'est pas ça qu'on voit. Ben, on le voit un petit peu, ils font différents sports, un peu de patin, pas de patin à roulette, de ski à roulette, mais ça reste toujours des sports vraiment d'endurance, puis qui sont pas nécessairement les sports qu'on pense qu'un jeune aimerait. Mais c'est sûr, la façon, il n'est pas complètement tyrannique, le père, en même temps. Il leur laisse le choix au final. S'ils ne veulent pas le faire, il ne peut pas les forcer. Il les frappe pas pour rien. Mais en tout cas, c'est très intéressant. C'est dur un peu à décrire. Mais en même temps, je peux croire, les jeunes, ils ont l'air de vouloir, d'avoir du plaisir à faire l'entraînement. T'sais. Puis quand tu y penses, c'est quand même fou. Là, ça serait le fun. Là, personnellement, je m'imaginais, j'aurais quand même du fun d'être un jeune, d'avoir le père comme qui craint, puis qui dit, OK, parfait, voici ton. Il donne tout l'équipement, puis ils font des tests de lactate après des répétitions, le lactate dans leur sang pour voir exactement tout mesurer. Donc, je peux voir le plaisir qu'il y aurait avoir tout cet encadrement-là, puis être pris au sérieux, qui est une chose que les jeunes veulent aussi, d'être pris au sérieux, puis ça leur donne ça, ça leur donne une direction. Euh, mais c'est sûr, c'est pas pour tout le monde. Je pense que dans leur cas, est-ce que ça marche pour eux? Clairement. Ils seraient pas où est-ce qu'ils sont en ce moment. On pourrait pas dire que ça va pas. En ce moment, Jacob, il bat tous les records. Henrik aussi est un athlète de très haut niveau, un athlète de niveau mondial. Philippe, le troisième, le frère qui est entre les deux puis qui est un peu dans l'ombre des frères qui, lui, a un peu moins de succès, mais quand même de haut niveau, bien plus haut que moi, puis vraiment de niveau international aussi. Donc, pour eux, oui, ça marche. Eux, ils sont trois dans une famille, je pense qu'ils sont de 5 ou 6 ou 7. Donc, c'est pas toute la famille non plus. Mais c'est sûr qu'il y a un aspect génétique. Il y a une génétique à la base qui les aide à ça. Au final, c'est sûr, c'est du cas par cas. Je pense, par contre, au niveau de la population, qu'on dit, ça serait pas recommandé du tout. Pour eux, ça marche, tant mieux. Puis c'est sûr, le père, il, il- je pense pas qu'il y a des intentions méchantes, mais il y a en tout cas, il est très franc, ça c'est sûr. Puis c'est une chose qui est appréciable. Mais tu sais, des fois, il dit des choses. Euh, il dit, à un moment donné, I like to believe that if I hadn't done what I've done, that it would have been possible. Ça, c'est quand même, ça là, c'était intéressant, mais tu vois quand même que il veut vraiment avoir un sense of agency. Il veut sentir que c'est grâce à lui. Est-ce que c'est grâce à lui? En partie. Est-ce que Jacob
aurait pu se rendre au niveau qu'il est aujourd'hui avec des entraînements différents, puis un coach différent. Personnellement, je pense ça. Il fonctionne très bien dans ce système-là, tant mieux pour lui. Mais je crois pas nécessairement à ce qu'il dit. Mais c'est sûr que le fait qu'il leur a donné la piqûre, ça a un rôle à jouer. C'est sûr, avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille. Mais bref, je ne sais pas à quel point cette affirmation-là qui dit qu'il est vrai que s'il n'avait pas fait ce qu'il avait fait, ça serait impossible. Je ne sais pas. Une autre phrase qui dit par contre, I don't have the education or technical competence to explain why what we do is better than what others do. More like you do it because when you do it, you see that it works. Ça, en fait, ça non plus, c'était pas tant mauvais, mais j'avais trouvé ça intéressant. C'était une petite note que je m'étais fait. Ça revenait un peu à la discussion de la science, que ben, il y a certaines choses que la science explique, beaucoup de choses en fait, mais il y a certains trucs que c'est pas tant étudié par la science, puis on le fait juste parce que ben, ça marche chez d'autres, ça fonctionne chez d'autres personnes. Donc, j'avais trouvé ça quand même intéressant, mais en même temps, il faut pas complètement tomber là-dedans. Je pense que c'est quand même important d'avoir une certaine éducation. Puis là, je vais juste traduire la phrase pour ceux qui parlent pas anglais. C'est j'ai pas l'éducation ou la compétence technique pour expliquer ce qu'on fait, puis pourquoi c'est meilleur que ce que les autres font. C'est juste, on le fait parce que quand on le fait, on voit que ça marche. C'est pas du tout une façon de procéder, je pense. C'est pas du tout la méthode scientifique. Puis si tu faisais juste ça, tu pourrais pas savoir si c'était à cause d'une autre cause que ce que tu as fait a marché, ou si c'est juste la personne qui s'améliore avec l'âge. Donc là, tu vas dire, ah ben oui, c'est parce que j'ai fait tel type d'entraînement que mon fils s'améliore. C'est peut-être juste parce qu'il y a une bonne génétique, puis c'est comme ça, ça arrive. Mais il y a quand même un aspect là-dedans, je trouve, il y a certaines choses quand même, s'il n'y a pas de réponse de la science, s'il n'y a pas de réponse claire, le trial and error peut avoir son rôle. Mais il faut faire très attention. Puis c'est drôle, il y a un moment donné, il y a Henrik, le fils le plus âgé, qui dit, quand il parle de l'entraînement, puis que là, le père, il dit, Philippe, il pourra pas aller avec sa blonde pour faire pour aller faire un tel voyage. Là, t'as Henrik qui va à la défense de son frère Philippe, qui dit, ben là, le plan n'est pas précis à la semaine près. Puis là, t'as le père qui dit, oui, il est précis à la semaine près. Puis là, c'est là que tu vois, moi j'ai l'impression que comme Henrik, il est capable de voir lui-même, il a comme compris un peu que ce qui compte, c'est vraiment les gros, le big picture. C'est vraiment, est-ce que tu fais tes entraînements, est-ce que tu récupères, c'est vraiment, est-ce que tu manges bien. C'est ça qui va avoir un gros impact. Et non, est-ce que telle semaine, tu as fait tel type d'entraînement. Mais le père, lui, est un fervent, il est comme là-dedans, très, très, très contrôlant. Il veut tout contrôler les aspects, puis ça lui donne le sentiment que de même, ça va... ils vont avoir l'entraînement optimal. Tandis qu'Henrik, qui est lui dans la situation, qui est l'athlète, lui prend ça plus relax. Puis c'est drôle aussi le père qui stresse tellement par leurs conditions. Bref, je ne vais pas tout révéler ce qui se passe, mais c'était certaines de mes observations. Juste deux dernières observations. Un moment donné, il dit, le père dit, les filles sont... girls are much softer than boys normally. Les filles sont plus soft que les gars, plus douces. Je sais pas si c'est la meilleure traduction, mais en tout cas. Les gars sont... Boys are much simpler. There are not so many feelings involved. Les gars sont plus simples. Il n'y a pas autant de sentiments. Pas autant d'émotions. Puis là, je pense que c'est un peu... en tout cas, une vieille mentalité. Je pense de penser comme ça, c'est très old school. Boys will be boys. Je pense que les garçons peuvent avoir autant d'émotions que les filles. Je pense que c'est juste le fait, si tu les conditionnes à ne pas avoir d'émotions, ben évidemment, ils vont moins t'en montrer. Ouais, peut-être que dans son cas, à lui, qu'il a eu avec sa fille, était un peu plus émotif, mais moi j'ai l'impression qu'il parle plus des croyances qu'il a
qui sont un peu old school, en tout cas, que j'étais un peu douteux. Puis il y a un moment donné que j'ai été un peu dégoûté quand j'ai vu, c'était dans l'épisode 3 de la saison 1, à un moment donné, c'est Jacob qui a mal, il a une blessure, il n'est plus capable de courir. Il téléphone à son père. Là, son père dit, bon, au lieu de courir avec tes spikes, tes souliers vraiment de piste, essaye de courir avec des souliers normaux, puis regarde comment ça va. Fais encore 2 répétitions, puis si ça fait toujours mal, arrête. Ça, selon moi, c'est quand même une très bonne, une bonne façon. J'aurais peut-être dit juste arrête, mais c'est quand même une bonne idée parce qu'on sent beaucoup plus la piste, puis on est beaucoup plus on est beaucoup plus à risque quand on porte des tout petits souliers de compétition qui sont très douloureux. Et là, après ça, tu as Henrik qui fait une genre d'acupuncture sur son pied, sur le pied à Jacob pour l'aider. Puis là, j'ai fait oh mon Dieu, tu sais, là, il y a rien scientifiquement. Il y a des études, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. L'acupuncture, c'est du placebo à 100%. Donc, ils ont fait des études où est-ce qu'ils demandent à quelqu'un, fais juste piquer n'importe où. Tu dis que tu es un acupuncteur, mais tu fais juste piquer n'importe où, puis on va voir si la personne se sent mieux après. Puis tu as un autre qui est un vrai acupuncteur, si on veut, qui va piquer aux endroits qui bloquent le chi et tout ça, ou qui libèrent le chi, et selon l'acupuncture. Et les études montrent que dans les deux cas, tu as un effet bénéfique, mais dans les deux cas, l'effet bénéfique est le même. Donc, c'est juste thérapeutique de relaxer puis d'avoir quelqu'un qui te pique à certains endroits. Est-ce que ça veut dire que il faut que c'est mauvais? C'est pas nécessairement mauvais, mais selon moi, ça veut dire qu'on devrait peut-être essayer plus d'évoluer vers une technique qui est plus guidée vers la science. Je sais qu'en ce moment, il y a je ne sais pas si des kinésiologues ou physiothérapeutes qui développent des techniques qu'au lieu de s'appeler acupuncture, c'est plus quelque chose avec traitement avec aiguille, je ne sais plus exactement, mais au moins d'essayer de rendre ça, de changer un peu la façon qu'on pense à ça, parce que à la base, si tu regardes c'est quoi les principes de l'acupuncture, aller sur Wikipédia, les principes, c'est tu vas peser à certains endroits qui vont débarrer ton chi. Puis ton chi, ça c'est comme un peu c'est pas directement comme le concept de l'âme, mais c'est un peu ça, c'est une énergie, une force vitale dans les humains. Puis ça, évidemment, c'est religieux, c'est aucunement scientifique. Donc, à la base, c'était une idée qui a marché parce que juste les gens aiment ça. C'est thérapeutique de se faire piquer juste dans le dos, pas nécessairement à des endroits précis, juste un peu partout. Bref, ça m'a fait un peu cringe quand j'ai vu ça parce que je pense pas je sais pas si c'est quoi sa pensée, mais souvent la pensée des gens est je vais faire de l'acupuncture parce que ça va m'aider. Et je sais pas si dans le cas d'une blessure qui avait l'air d'être clairement, en tout cas assez clairement, ça semblait être du overuse. Parce qu'il est quand même jeune, il était quand même jeune à ce moment-là, Jacob, je pense qu'il avait autour de 13 ans, 14 ans. Puis de faire ça, je pense que ça donne plus un faux sentiment de confiance. Puis peut-être tu vas te sentir bien tout de suite après, mais qu'après tu retournes à te blesser. On sait que le traitement numéro 1, c'est pas un traitement tant que ça, c'est juste de réduire ton volume. Donc, ce bout-là, c'est souvent quand tu essaies de trop compliquer, puis tu essaies de trop développer, de trouver c'est quoi toutes les fines pointes, puis tout ça, quand tu veux essayer de tout contrôler, à un moment donné, tu vas tomber dans des affaires complètement expérimentales qui sont basées sur pas grand-chose de scientifique. Selon moi, c'est important de se baser sur de quoi qui est scientifique. C'est sûr que, comme j'ai dit avant, j'ai parlé du essai-erreur. Ça peut marcher de temps en temps, mais tant que tu restes dans une idée quand même où
tu restes dans une idée scientifique, si on veut. Donc, que un peu une idée de scepticisme. Donc, tu es conscient des limites de la science. Tu sais qu'il y a certaines choses que la science, on n'a pas encore la réponse. On n'est pas encore certain. Donc, tu vas y aller plus avec ton intuition dans ce cas-là. Mais pour les choses qu'on est sûr dans la science, ben là, tu suis la science. Bref, peut-être aussi que dans leur tête, ils savaient un peu que l'acupuncture, c'est pas scientifique, mais que juste le fait de se piquer, ça allait aider la détente. Puis peut-être que à force de le faire, ils avaient trouvé que ça les aidait. Tant mieux si c'est ça, mais souvent j'ai l'impression que les gens font ça simplement parce qu'ils ont entendu dire que l'acupuncture allait les aider, alors que euh, ça peut t'aider, mais pas pas de la manière que tu le penses. Pas parce que la personne te pique au bon endroit, mais juste pour l'effet thérapeutique que ça a de relaxer un moment donné dans les vies assez stressantes qu'on mène. Maintenant, dernier point à l'ordre du jour, on avait les articles qui ont été partagés par Simon Boudreau sur l'économie de course, le running economy, que j'ai eu le temps finalement de lire. Dans le fond, je voulais un peu donner un petit résumé là-dessus. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'économie de course? Donc, je suis allé regarder. Running economy traditionally been measured as the oxygen cost of running at a given velocity. Donc, c'était traditionnellement mesuré comme étant le coût en oxygène pour courir à une certaine vitesse. Has been accepted as the physiological criterion for efficient performance and has been identified as a critical element of overall distance running performance. Ça a été accepté comme un critère pour une performance efficace, puis un élément critique très important pour la performance en course. Et ça, encore une fois, je répète, je n'ai jamais insinué ou voulu insinuer le contraire. On sait que l'économie de course est liée à la performance. Moi, la façon que j'étais ce que je voulais dire, c'est que je ne crois pas qu'on peut facilement modifier la technique de course d'une personne pour améliorer son économie de course et ainsi avoir de meilleures performances. Je pense plutôt que l'économie de course va simplement s'améliorer à force de courir plus. Le corps s'habitue, fait des petits changements et que c'est comme ça qu'on fait des meilleures performances. Donc, juste clarifier ça. There is an intuitive link between running mechanics and energy cost of running, but research to date has not established a clear mechanical profile of an economic runner. Jusqu'à... Il y a certains... Il y a un lien intuitif entre les mécaniques de course et les coûts d'énergie. On se dit que de courir de telle façon, selon le plan physique, ça devrait être plus efficace. Mais la recherche jusqu'à ce jour, ça c'était en 1996 dans l'article Biomechanics and Running Economy dans le journal Sports Medicine. C'est open access, donc vous pouvez y avoir accès vous aussi. Mais jusqu'à ce jour, les études ne sont pas claires sur c'est quoi exactement le profil mécanique d'un coureur économique. Ça, c'était en 1996, mais ça n'a pas vraiment changé aujourd'hui non plus. Donc ça, je pense que c'est un article que j'étais allé rechercher moi-même. It appears that through training, individuals are able to integrate and accommodate their own unique combination of dimensions and mechanical characteristics so that they arrive at a running motion which is most economical for them. Donc là, j'étais content quand j'ai vu cette phrase parce que c'était exactement ce que je disais. Ça a confirmé ce que j'ai dit dans le dernier épisode. Donc ça dit il paraît que on a l'impression que à travers l'entraînement, les individus sont capables d'intégrer puis de modifier leur technique de course unique à eux pour arriver à une technique qui est plus efficace pour eux.
plus économique pour eux. Donc, la technique de course, ma technique de course qui m'est la plus économique ne va pas être la même que quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle va être similaire, peut-être qu'il y a des trends similaires, puis c'est ça que certaines personnes sont en train d'essayer de trouver en ce moment. On sait par exemple qu'il ne faut pas trop arriver sur le talon. Il y a certaines choses qu'on sait, mais quand on va plus à la précision, il n'y a rien d'exactement. Il n'y a pas une technique précise qui est la meilleure. Ça, c'était une méta-analyse. En fait, je ne suis pas sûr si c'était un lit review. Je me souviens plus si c'était un lit review ou en tout cas, c'était un article fait en fonction de la littérature scientifique jusqu'à ce moment, qui était en 96. Et là, je pense que c'était un des articles qui était partagé. Running Economy, Measurement, Norms and Determining Factors. Peut-être que c'était l'autre, je suis plus sûr, mais là-dedans, il me semble qu'il y en avait un qui avait été partagé par Simon. Celui-là qui date de 2015 dans Sports Medicine, encore une fois, libre d'accès. Running Economy, Measurement, Norms and Determining Factors. 2015, très récent, relativement récent. La définition, running economy is a complex, multifactorial concept that represents the sum of various metabolic, cardiorespiratory, biomechanical, and neuromuscular characteristics during submaximal running. Donc, ça, c'est la définition aujourd'hui. La définition d'aujourd'hui est moins précise que la définition avant, qui était plus en lien avec le oxygène, le coût en oxygène de course. Maintenant, on parle plutôt de une équation complexe qui comprend le cardio, la course, l'analyse biomécanique, plein de choses. Pendant le sub-maximal running, donc pas en course maximale, pas en sprint, mais en course quand même assez rapide, mais qu'on peut tenir. Donc c'est pas une chose bien précise comme, disons, le VO2 max, que ça on sait que c'est une quantité d'oxygène par minute divisé par le poids de la personne. Ça, c'est vraiment une donnée précise. Ça, c'est pas précis exactement en quoi, avec quelle variable on est censé, quelle mesure on est censé mesurer ça. Many of the determining factors of running economy are able to adapt through training or other interventions. However, an economical change in one athlete may be uneconomical in another athlete because of differences in other physiological or biomechanical characteristics. Donc, encore une fois, quand j'ai vu ça, j'étais super content. Dans le fond, ce que ça dit, c'est beaucoup des facteurs de l'économie de course se font en adaptation pendant l'entraînement, par adaptation pendant l'entraînement ou d'autres interventions. Mais un changement qui est économique chez un athlète pourrait être pas économique chez un autre à cause de que chaque humain est différent. Donc, ça revient encore une fois un peu au point que je disais que ça peut chaque humain est différent, ça varie d'un athlète à l'autre, et donc c'est pour ça que je dis que selon moi, tu peux pas vraiment modifier, augmenter ton économie de course à travers juste des techniques de renforcement musculaire ou des petits exercices. Selon moi, ça se fait en courant. Selon moi, les renforcements musculaires, c'est un peu plus pour aider la prévention de blessures. Et là, c'est sûr, ça, ce que je dis en ce moment, c'est basé plus... c'est basé un petit peu sur la science. On sait que faire des exercices de physio, ça aide à prévenir des blessures. C'est pas clair à 100%, mais c'est pas mal clair. Mais c'est surtout, on ne sait pas si ces changements-là peuvent aider à augmenter l'économie de course, de faire certains exercices. À date, il n'y a pas vraiment d'études qui semblent vraiment concluantes là-dessus. Je sais qu'il y avait une des études qui m'avait été partagée par Simon qui
parlait de certains angles, mais encore une fois, des angles dans l'attaque du pied. Mais encore une fois, c'était rien de concluant. Ça disait ouais, ça semble être un peu autour de tel angle, mais c'est pas la même chose chez tous les athlètes. Ça varie beaucoup. Fait que, selon moi, oui, peut avoir des bénéfices à faire des exercices de renforcement musculaire, surtout pour essayer d'avoir un corps, si on veut, équilibré, mais j'ai un peu de réticence à dire ce mot-là, équilibré, parce que, selon moi, euh, c'est équilibré à notre œil. Mais est-ce que, oui, on peut avoir une idée grossière vraiment, si on voit quelque chose qui n'a aucun bon sens, la personne est court n'importe quand, oui, là, on peut dire c'est pas équilibré cette façon-là, puis tu vas te blesser si tu fais ça, oui, d'accord. Mais j'ai l'impression que chez beaucoup de personnes, c'est très, c'est des affaires subtiles, il y a plein de petits variables très subtiles qui font que c'est une tâche surhumaine d'essayer de dire faire changer, essayer de renforcer tel muscle, devrait déplacer la foulée de telle façon qui devrait augmenter l'économie d'énergie. Selon moi, le corps est plus apte à faire ça par lui-même, en courant. En courant, le corps s'adapte. Plus tu fais, à chaque fois quand tu sors, quand tu vas courir, ta technique, elle change un petit peu, elle s'adapte. Peut-être qu'elle ne change pas si tu as finalement atteint ce qui est le plus économique pour toi, mais à chaque fois, elle regarde c'est quoi les mouvements. Puis c'est pour ça qu'un coureur de trail va courir un peu différemment d'un coureur sur route, puis que chacun va être un peu plus adapté à son type de terrain. Donc, le corps s'adapte tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'est pas tout le temps conscient de ça. C'est des petits changements, des petites neurones avec des propriocepteurs dans les muscles qui donnent des signaux, et il y a des micro-adaptations qu'on ne fait pas nécessairement consciemment, que ça fait partie un peu de notre subconscient qui, selon moi, c'est ça qui va vraiment améliorer l'économie de course. Et on le fait depuis tout le temps en course, quand on fait des entraînements. On le faisait intuitivement un peu, si on veut, dans le sens que on se disait, pour devenir meilleur à la course, je vais courir. Mais en courant, notre corps s'adapte. Et c'est ces adaptations-là qui font qu'on a une meilleure économie de course et donc qu'on est capable de courir plus longtemps, plus vite et de faire des meilleures performances. Donc, c'est ma vision des choses. C'est sûr que certaines personnes vont peut-être se dire que il y a quand même il y a quand même un plus grand rôle de ceux qui analysent comment le corps court. Ils peuvent avoir un rôle sur cette économie de course. Peut-être que ça va aider dans certains cas, mais je pense que si on parle en termes de faisabilité, est-ce que chaque personne pourrait avoir une personne qui les suit pour faire ça? Et quels sont les bénéfices de cette chose, de ça, versus tellement d'autres choses qui apporteraient plus de bénéfices, juste de se coucher à l'heure, de faire de la course, mais pas de pas abuser dans ses entraînements, de bien suivre son plan. Juste ces choses-là, de base de bien manger, que plein de personnes essaient de suivre, mais qu'on ne suit pas tant bien. Donc, selon moi, ça passe en premier par ça, de s'assurer de ne pas se blesser en suivant ça, qui vont vraiment aider le plus au niveau de la population, les gens. Donc, c'est un peu ma vision. Je pense pas que les kinésiologues sont des imbéciles, bien au contraire. Peut-être que certains d'entre eux, ceux qui croient aux théories de la conspiration, oui, sont imbéciles, mais ça, il y en a dans toutes les professions, comme j'en avais dans mon programme à moi. C'est pas tout le monde, mais bref, c'était ça. J'espère que j'ai quand même un peu clarifié c'est quoi l'économie de course. Moi-même, c'était ça que je pensais, mais j'avais besoin d'un refresher, de le voir dans des études. N'hésitez pas si vous avez
des questions à me les faire parvenir. Puis si vous êtes en désaccord, moi, ça me fait toujours plaisir. Par exemple, grâce à Simon, là, j'ai pu clarifier un peu mon point qui était peut-être pas clair dans le premier épisode et mon point de vue. Et j'ai pu moi-même un peu me rafraîchir, avoir un petit refresher et voir que, heureusement, je me trompais pas. Puis des fois, si je me trompais, au moins j'aurais pu voir, ok, peut-être que je devrais dire telle chose plutôt. C'est toujours apprécié, c'est ça, d'avoir votre feedback. C'est des choses que vous aimez plus, des choses que vous aimez moins. Si c'était pénible cet épisode-là parce que je l'ai fait tout seul puis que quand j'ai de la misère à penser, je dis un peu n'importe quoi. Bref, laissez-moi savoir. Moi, je veux toujours essayer d'améliorer ce podcast. Désolé encore pour les délais. Là, on va faire l'emménagement le 17. Donc, après ça, là, je devrais avoir le temps de sortir mes podcasts, de les pondre un peu plus ponctuellement. Comme juste un petit rappel de ce que j'ai mentionné au début de l'épisode, écrivez, je vais faire un petit poll, un petit sondage et inscrivez, vous pourrez choisir quelle charité vous voulez que je donne mes recettes Patreon que j'ai fait jusqu'à ce moment. Donc, votez. Vous pourrez rajouter les charités de votre choix. Là, ça va être libre d'ajout. Mais évidemment, je me donne un droit de veto si je pense que la charité n'est pas assez en lien. Faut que il faut que c'est quand même un lien avec le mouvement Black Lives Matter. Mais ça n'a pas besoin d'être directement une charité Black Lives Matter, comme une chose comme la Ligue des droits et libertés. Selon moi, c'est quand même assez en lien. Donc, votez. Si vous aimez ce contenu, partagez, jasez-en à du monde. C'est bien plaisant. À chaque fois, j'oubliais de le mentionner, mais là, ça fait comme plusieurs mois qu'on a passé le cap des 20 000 downloads audio. Et le mois passé, c'était un mois record. J'ai eu 2500 téléchargements, juste audio. Ça compte pas tout sur YouTube. Donc ça veut dire 2500, puis j'ai sorti environ 5 épisodes le dernier mois. Donc vraiment, ça grandit. C'est vraiment le fun de voir le podcast. J'imaginais pas au début que ça grandirait de même, puis qu'il y aurait du monde qui aime ça écouter ça, mais au final, il y a certaines personnes qui aiment ça, donc c'est super. Continuez à écouter et à partager et à me laisser savoir ce que vous aimez et ce que vous aimez pas, puis je vais essayer de rendre le contenu le plus pertinent possible. Merci beaucoup et sur ce, bonne course.